Alors bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à Belgaraï Viken Cheterian, qui est à Bruxelles à l'occasion de toute une série d'événements à l'ULB et à l'occasion d'une table ronde, pour présenter son dernier livre, le dernier livre qui a été publié dans le cadre d'un nouveau think tank qui s'appelle Diaspora Perspectives. Et c'est pour parler de tout ça que nous avons voulu accueillir Viken Cheterian sur Belgaraï. Viken, bienvenue sur Belgaraï. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, Viken est un universitaire, un journaliste. Il enseigne à Genève, à l'université Webster. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Guerre et paix dans le Caucase, Peace and War in the Caucasus, et puis un livre sur le génocide qui est publié en 2015, sur l'actualité de la question du génocide arménien, entre autres publications. Alors, je vous épargne son CV, mais Viken est vraiment l'un des intellectuels de la diaspora arménienne en Europe. Il écrit sur, bien sûr, la situation dans le Caucase. Il écrit beaucoup sur le Moyen-Orient et il s'intéresse aux Arméniens, aux minorités, dans l'ensemble de ces régions, en Europe comme au Moyen-Orient. Aujourd'hui, je voudrais commencer, Viken, par parler de cette nouvelle initiative que tu as lancée avec la Fondation Gulbenkian, qui s'appelle Diaspora Perspectives. Et Diaspora Perspectives, au pluriel, n'est-ce pas? Alors, c'est un think tank. Explique-nous de quoi il s'agit et pourquoi vous avez pris cette initiative. Non, d'abord, merci pour l'occasion. Donc l'idée d'avoir un centre d'études autour des questions du diaspora, ça date, l'idée est là depuis un moment, ça nous manque. Et en fait, aujourd'hui, on vient de commencer à travailler sur Diaspora Perspectives en mettant ensemble deux aspects. Deux programmes qui étaient lancés, financés par Fondation Gulbenkian. Premier élément, c'était Armenian Diaspora Survey, qui a commencé en 2018, avec Hrad Chilingirian qui était en charge et qui a fait des études sociologiques dans, si je ne me trompe pas, 18 endroits, 18 villes. Dont la Belgique. Dont la Belgique. Où on a essayé de comprendre comment les Arméniens de ces communautés pensent par rapport à leur identité diasporique, leur rapport avec leur identité, leur rapport avec l'Arménie, etc. etc. Donc, projet très important qui a accumulé des données extrêmement riches, on peut dire. Oui, sur laquelle on va travailler dans les années à venir. Donc, on s'intéresse aux idées, à l'opinion de ces communautés diasporiques. Ça, c'est une chose. Le deuxième élément sur lequel moi j'ai travaillé, c'était la guerre du Karabakh, après 2020. On voulait comprendre pourquoi cette guerre, pourquoi toutes les surprises qu'on a eues pendant cette guerre, l'intervention turque au niveau militaire, la défaite militaire de l'Arménie, l'absence de la Russie et également la communauté internationale. Donc, il y avait toute une série de questions sur lesquelles on a travaillé. Et le résultat, c'est deux livres. Ça, c'est une des livres qui est devant nous, The 44 Day War, qui vient d'être publié. Ça, c'est une des premières livres imprimés. Donc, ça, c'est pour distribuer parmi les journalistes. Donc, le livre, proprement dit, va être disponible, imprimé en février. D'accord. Mais le livre, c'est aussi disponible au niveau électronique. C'est accessible à tout le monde qui s'intéresse. Donc, on a deux axes qu'on a mis ensemble. Pour le moment, c'est pas un think tank dans le sens classique. On n'est pas un centre d'études, on n'a pas des bureaux, des chercheurs, etc. Mais on est en train de commencer à aller vers ça.
en mettant en réseau des gens, des universitaires, des journalistes, des Arméniens, des non-Arméniens, des gens qui travaillent dans la communauté, pour réfléchir ensemble sur un sujet que je trouve c'est extrêmement riche, la diaspora arménienne, mais aussi assez négligé, surtout depuis l'émergence de l'Arménie indépendante, depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Je pense que là, on a un sujet riche qui a le potentiel, un important potentiel d'études et de travail, ce qu'on va faire la prochaine période. Alors, le nom du c'est quand même un think tank, n'est-ce pas? On peut appeler Diaspora Perspectives un think tank, ou est-ce qu'il y a un meilleur terme pour ça? C'est l'intention d'aller vers un think tank. Pour le moment, je dirais c'est un réseau des chercheurs qui travaillent ensemble. D'accord. Alors, le nom, c'est Diaspora Perspectives. Est-ce que ça veut dire que c'est une perspective sur la diaspora ou la perspective de la diaspora? C'est-à-dire, est-ce que l'objet d'étude, ça va être principalement la diaspora, ou comme le suggère le livre, pas seulement la diaspora, aussi l'Arménie ou d'autres domaines d'études, mais étudié à partir de la diaspora? C'est les deux, en fait. C'est pour ça qu'on a deux éléments qui sont mis ensemble. Parce que déjà, dans le concept de diaspora, il y a cette idée qu'on vient de quelque part d'autre. On est ici, on est en Belgique maintenant. Moi, j'habite en Suisse. Mais je suis né à Beyrouth, au Liban. Mais en plus de ces deux éléments de mon identité, il y a un troisième élément. Je suis arménien. Donc, il y a cette idée que je viens de quelque part d'autre. Je ne sais pas moi, c'est mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Et ce pays d'origine est également important. Donc, dans le concept de diaspora, il y a l'endroit où on existe, où on habite, on travaille, on paye les impôts, mais il y a ce lien affectif, émotionnel, symbolique, identitaire très important avec un pays d'origine. Et ce qu'on va faire, c'est étudier les deux. Et Diaspora Perspective, c'est très important. Donc, c'est nous qu'on va étudier. C'est nous, les Arméniens de diaspora, qu'on va étudier notre existence diasporique, mais on va aussi étudier l'Arménie de l'extérieur. Oui. Maintenant, dans le domaine académique, étudier société de l'extérieur, c'est pas très à la mode, mais j'insiste là-dessus parce que exactement, on va amener un autre regard vers l'Arménie, vers cette région, Moyen-Orient, Caucase, cet espace géographique dans lequel l'Arménie évolue, parce que je pense que c'est une chose de voir le monde à travers le prisme de Yerevan, et c'est une autre chose de voir le monde et l'Arménie des multiples prises diasporiques à travers mon expérience à Genève, ton expérience de Belgique, etc., etc., etc. Et cette multiplication des regards va nous enrichir et va nous donner la possibilité de comprendre le monde d'aujourd'hui, le monde qui est très complexe, qui nous surprend sans arrêt, et pour comprendre et suivre les évolutions très rapides au niveau international, on a absolument besoin de sortir du prisme ethno-national et voir le monde des différentes perspectives. Oui, autrement dit, le S de Diaspora Perspectives est très important. Il n'y a pas une perspective de la diaspora ou une perspective sur la diaspora. La diaspora, par essence, c'est plusieurs perspectives et c'est ça qui va donner la valeur ajoutée au think tank. C'est la valeur ajoutée, mais c'est aussi la beauté de notre sujet. C'est la beauté de l'identité diasporique. Être capable de parler des langues multiples, être capable de comprendre et évoluer dans des cultures très différentes et être à l'aise dans tous ces différents milieux. C'est une richesse incroyable. Et nous, on a cette richesse. Dans un monde qui devient une grande village, dans un monde qui, il y a pas longtemps en arrière, on disait que c'est un monde globalisé. Nous, on était globalisés des siècles en arrière. Donc, et il faut garder et valoriser cet aspect. Alors, c'est un think tank, Diaspora Perspective, c'est un réseau de réflexion, de production, de production intellectuelle, on va dire. En quoi est-ce que pourquoi est-ce que c'était important dans le monde arménien? Au fond, il y a beaucoup d'urgences humanitaires en matière de sécurité, en matière de développement en Arménie, également dans la diaspora, des questions sociales, éducatives, culturelles.
En quoi est-ce que réfléchir davantage représentait une urgence? Pourquoi est-ce que c'est devenu la priorité? Je pense que à partir de décembre 88, on a mis la priorité de la diaspora sur l'Arménie, sur, comme tu viens de dire, sur les aspects humanitaires. Donc, décembre 88, 7 décembre 88, c'est le tremblement de terre de l'Arménie. Et là, les différentes communautés diasporiques, ils ont mis l'accent sur comment on va aider l'Arménie et comment on va aider au niveau humanitaire l'Arménie. Et quelque part, on est resté coincé dans cette idée. Et je pense qu'en décembre 88, c'était absolument important et urgent de faire ce pas et travailler avec l'Arménie pour sauver ce qu'il était possible de sauver. Mais maintenant, ça fait des années et des décennies après. Il faut comprendre que les communautés diasporiques, ils ont besoin d'avoir des institutions pour survivre. Donc l'identité, c'est pas que des émotions. L'identité, c'est aussi des écoles. C'est aussi des clubs sportifs. C'est aussi des journaux. C'est aussi des médias. C'est la culture. Et nous, les Arméniens de diaspora, à travers des siècles où on n'avait pas le soutien étatique pour soutenir nos écoles, nos églises, nos imprimeries, les écrivains, les poètes, les traducteurs. On a financé tous ces projets à travers l'argent collecté parmi les communautés diasporiques. Mais ce qu'on a fait pendant 30 ans, c'est qu'on a donné une grande partie de ces COPEC qu'on mettait à côté pour financer toutes ces institutions. On a envoyé une grande partie de ces sommes vers l'Arménie. Encore une fois, je comprends qu'en 88, en 90, 95, 96, c'était important. Oui. Mais après, l'État arménien est capable de ramasser des impôts et financer l'aide humanitaire, l'aide sociale, la culture, le Philharmonie, l'Académie des sciences, à travers ces impôts. Qui va financer la science, les études historiques, l'art et la culture, les églises dans le diaspora, si une grande partie de cet argent va partir vers l'Arménie. Donc c'est nécessaire aujourd'hui de repenser nos institutions, comment les financer et comment les structurer, parce que pas seulement on a mis l'accent sur l'Arménie, mais aussi ces dernières décennies, on a vécu des transformations massives à l'intérieur de la diaspora. Une de ces transformations, c'est une migration massive qui a continué depuis le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, vers l'Occident. Et depuis l'Arménie aussi, vers l'Occident. Depuis l'Arménie, depuis la Géorgie, depuis l'Azerbaïdjan, depuis le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Donc, il y a des communautés qui existaient historiquement. Aujourd'hui, en Géorgie, il n'y a qu'un quart des Arméniens qui restent là. Une grande partie sont partis. Sont allés s'installer à Moscou, en Allemagne, ailleurs. Donc, toute cette transformation a besoin d'assistance, a besoin des offres, a besoin des écoles pour garder ces communautés. Si on pense que l'identité arménienne et les communautés arméniennes du diaspora sont quelque chose de valeur. Donc, si c'est le cas, il faut travailler, il faut investir, il faut réfléchir. Oui. Mais une autre chose qui s'est passée, qu'on n'a pas remarqué, c'est que avec l'émergence de l'Arménie indépendante, tous les rapports à l'intérieur du diaspora se sont coupés. Parce qu'aujourd'hui, les rapports sont entre Bruxelles et Yerevan, Paris, Yerevan, Beyrouth, Yerevan, Téhéran, Yerevan. Avant, il y avait des rapports, des liens entre Téhéran et Beyrouth, Beyrouth et Athènes, Athènes et Bruxelles, Bruxelles et Marseille. Et ces liens-là se sont affaiblis. Ces liens-là, aujourd'hui, vont vers l'Est, vers Yerevan. Yerevan est devenu une sorte de centre de diaspora qui est quelque part naturel, mais ça a des conséquences sur les rapports interdiasporiques. Et il faut réfléchir autour de ça, des conséquences
les aspects positifs, les aspects négatifs, et comment, quelque part, travailler pour diminuer les tensions et comment dire, donc le manque de ces rapports interdiasporiques. Oui. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a des conséquences, mais c'est un sujet, c'est une dimension qu'on n'a pas conceptualisée et travaillé autour de ça. D'accord. J'aimerais me tourner vers donc le dernier projet le dernier projet du think tank, enfin de Diaspora Perspectives, qui est ce livre que nous avons devant nous, en anglais The 44-Day War, la guerre de 44 jours, qui est un livre dont l'intention était de faire le bilan de la guerre, les causes de la défaite de différents points de vue, militaires, diplomatiques, politiques, géopolitiques. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le livre, résumer un petit peu le propos? Oui, l'idée l'idée de ce projet de recherche vient après que j'ai compris que l'État arménien ne va pas créer une commission d'enquête indépendante pour comprendre la guerre, les raisons du défaite, les raisons pour lesquelles l'Arménie n'a pas compris ce qui s'était en train de se passer. Et quand j'ai réalisé que l'Arménie va créer une commission parlementaire très politique, pas indépendante, pour étudier la guerre. Donc, c'est deux choses très différentes. Et là, j'ai dit, OK, si l'État, les instances étatiques, ils ne veulent pas faire ce travail extrêmement important, peut-être on essaye de notre part, comme des chercheurs, comme des universitaires, de faire ce travail. Donc ça, c'est point 1. Point 2, moi, donc, ça veut dire que c'est la seule initiative de ce genre-là. Il n'existe pas d'autres rapports sérieux qui essayent de faire le bilan de la guerre? Ça, c'est pas un rapport, mais voilà. Analyse, oui. Ce qu'on avait besoin, c'est un rapport des experts qui étudient la guerre. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un travail qui était mené avec le Parlement de l'Arménie qui a mandaté le Parlement et avec quelqu'un qui appartient au parti au pouvoir en Arménie. Donc c'est pas neutre, c'est pas indépendant, c'est pas une structure technocratique pour faire le bilan. Donc nous, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les moyens d'un État pour faire ce travail. Donc nous, on peut faire un travail du type académique. C'est pas la même chose. Et c'est pas le seul effort. Mais voilà, l'idée de ce livre vient de là. Et deuxième élément, moi, j'aurais préféré que ça serait une instance académique en Arménie même qui prend l'initiative. Mais donc, l'université d'État de Yerevan n'a pas pris l'initiative. Je pense là c'est le centre académique du monde arménien. Et c'est à eux le devoir et la responsabilité de prendre l'initiative et exprimer le leadership dans le domaine académique pour faire des recherches de ce type. Maintenant, avec le temps, j'ai compris pourquoi. Parce que en Arménie, la guerre et la défaite, les résultats et les conséquences politiques sont tellement émotionnels que mes collègues en Arménie ne sont pas capables de dire « moi, je prends une certaine distance par rapport à ce sujet et je fais un travail froid, académique, je prends en considération tous les détails, tous les faits et je propose une analyse. » Parce que les émotions viennent pour vraiment... réprimer cette tentative d'analyse au froid. Donc, voilà. Ce livre, ça fait partie de plusieurs produits. C'est pas le seul. On a un deuxième livre également. Et j'espère dans le futur, on va continuer à faire ce travail. Le deuxième livre, c'est Bardutun. Deuxième livre, c'est Bardutun, 44 Bardutun, 44 défaites, qui est sorti également ce livre, The 44-Day War. Ils sont sortis les deux d'abord en arménien l'année passée et maintenant les deux vont sortir en anglais et j'espère il y aura aussi d'autres traductions dans le futur. Et l'idée c'est d'avoir des instruments de débat pour comprendre les problèmes, les échecs, les manques et pour peut-être arriver à corriger ce qu'on arrive à corriger encore aujourd'hui, après
le catastrophe de 2020 et le catastrophe de 2023. Alors, le livre regarde vers le passé, c'est l'analyse des échecs du passé. Est-ce que, à ton avis, l'Arménie est sur la bonne voie maintenant? Elle a commencé à corriger le type d'erreur qu'on identifie. C'est une question un peu générale, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai l'impression que, encore une fois, comme dans le passé, comme avant 2020, où il y avait cette dimension idéologique oppressive qui dominait le monde politique arménien. À l'époque, c'était toutes sortes des patriotes qui empêchaient n'importe quelle personne de poser des questions, de débattre, de faire la recherche. L'idéologie patriotique, c'était une sorte d'instrument de répression et de censure. Aujourd'hui, on a une autre idéologie qui domine. C'est l'idéologie de on veut la paix, on veut tranquillité. Il y a l'Arménie réelle et tout le reste, c'est pas important. Oui. Il faut oublier Karabakh, il ne faut plus parler de Karabakh. Donc, on entre dans une autre sorte des souhaits idéologiques sans prendre en considération que il y a des problèmes, il y a des institutions étatiques qui sont faibles, il y a des problèmes géopolitiques autour de l'Arménie. C'est pas assez de dire que nous, on veut vivre tranquille, en paix, on veut être aussi gentil et prospère comme la Belgique et la Suisse, parce que l'Arménie se trouve quelque part d'autre. Autour de l'Arménie, il y a d'autres types des États, avec d'autres types de régimes. Il y a des régimes autocratiques, il y a des régimes en crise très profonds, comme en Iran. Donc voilà, il faut prendre tout ça en considération, au lieu de articuler des souhaits et des idéologies. Il faut remplacer l'idéologie par des analyses du type sociologique, géopolitique, des relations internationales. Voilà. Donc, le livre est une contribution dans ce sens-là. Oui. On essaye. Alors, est-ce que, pour entrer un petit peu dans le concret, est-ce que tu peux nous donner une idée du type de leçons qu'on peut tirer du livre au bénéfice de l'État arménien, du gouvernement arménien? Je ne sais pas, donne-nous 4 ou 5 exemples de leçons à tirer ou de recommandations à formuler. Donc, dans le livre, il y a le chapitre de Arif Younoussov qui analyse l'émergence de systèmes politiques en Azerbaïdjan depuis Heydar Aliyev vers Ilham Aliyev. Et il faut comprendre l'Azerbaïdjan si on veut collaborer, coexister, faire la paix, discuter, faire la diplomatie avec l'Azerbaïdjan. Et là, le chapitre de Arif Younoussov, il montre comment il y a une concentration de pouvoir dans les mains d'une famille. Avant, on parlait des clans en Azerbaïdjan. Il y avait plusieurs clans influents. Aujourd'hui, Ilham Aliyev, dans les 20 années et plus de son présidence, il a éliminé tous les autres centres de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est dans les mains de familles Aliyev et Pachayev. Donc ça, c'est très important. Donc comprendre le système politique en Azerbaïdjan. Deuxième chapitre très important, c'est écrit par Lawrence Brors, autour des efforts diplomatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après la guerre de 2020. Encore une fois, très important. C'est pas assez de dire voilà, on souhaite stabiliser nos rapports avec l'Azerbaïdjan. C'est aussi important de comprendre pourquoi dans le passé, toutes ces négociations, à travers des décennies, ont échoué. Gilal Amirkhanian, il a C'est-à-dire l'article parle aussi du groupe de Minsk, Exactement. du travail du groupe de Minsk. Exactement. Donc, une des éléments que les diplomates arméniens ils ont vraiment manqué, c'est que l'importance de groupe de Minsk dans les années 90 n'était pas la même chose que son importance et son influence dans les années 2000, 2010, 2020. Et je pense l'évolution de ces institutions qui est aujourd'hui très visible dans l'ère de Trump. Oui. L'OTAN, c'est pas la même chose qu'avant. Oui. L'OTAN peut-être sera dans une sorte de guerre civile autour de Groenland, etc., etc. Donc comprendre l'évolution de ces structures, c'est très important.
Et l'idée, c'est que cette tendance, elle aurait pu être perceptible déjà à l'époque, déjà avant la guerre. Oui, oui. Absolument. Absolument. Les rapports Arménie-Russie, les réformes militaires en Arménie, pourquoi ils ont échoué, Gérard Amirkhanian, il parle de ça, etc., etc. Il y a plusieurs chapitres, je pense, sont des contributions du valeur et j'espère que ça va être lu et discuté. D'accord. Donc, à lire, si vous voulez comprendre les causes de la défaite, et aider à réfléchir à l'avenir. Maintenant, je voudrais faire le même exercice. Alors, dans le livre, on parle très peu de l'Union européenne, mais on se trouve ici à Bruxelles, qui est le siège des institutions européennes. Est-ce qu'il y a des leçons dont on peut tirer, qu'on peut tirer de ce livre pour les institutions européennes ou pour éventuellement des gouvernements européens? Qu'est-ce que l'Europe aurait pu faire par le passé? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire à l'avenir pour contribuer à la stabilité dans le Caucase, puisque c'est quand même, ça devrait être une des préoccupations de l'Europe. Ouais. Quand on parle de la stabilité au Caucase, ça peut donner l'impression que c'est un sujet très mineur, on est en train de parler. Caucase, finalement, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, tous ensemble, sont pas si importants. C'est quoi, 15 millions de population comme marché pour la commerce, c'est pas important. Peut-être le pétrole de l'Azerbaïdjan est important, mais ça reste pétrole et gaz, pas plus que 2% de consommation européenne de l'énergie. Corrige-moi si On dit 4% officiellement 4% aujourd'hui, oui. Mais peu importe. Oui. Voilà. Mais moi, je pense le Caucase, c'est important parce que ça touche 3 pays très importants pour l'Europe. D'abord, la Russie. Donc, si on veut comprendre la Russie et l'évolution du pensée politique, agissement militaire de la Russie, je pense que le Caucase, c'est un champ de laboratoire extrêmement important. Et je pense le comportement de la Russie dans le conflit du Karabakh est très important pour comprendre après l'évolution de situation en Europe de l'Est et surtout en Ukraine. Deuxième pays très important, c'est la Turquie. Si on veut comprendre la Turquie, je pense là aussi, on voit quel type de Turquie on a devant nous et l'évolution de la politique turque, politique, diplomatique, militaire à l'extérieur et l'Iran. Donc, le Caucase même, peut-être, c'est pas si important, mais le Caucase devient important et l'Arménie devient important parce que ça nous offre une des clés géopolitiques pour travailler et interagir avec 3 pays extrêmement importants pour l'Europe dans ses frontières à l'Est. Donc le Caucase est important à cause de ses voisins? Absolument. Absolument. Caucase, c'est une sorte de borderland. Caucase, c'est une sorte d'un espace où ces forces interagissent là-bas. Et le Caucase devient un instrument géopolitique important pour interagir avec ces pays. Et si on avait réussi en 2020 à intervenir et à arrêter la guerre du Karabakh avec les instances internationales, peut-être on aura empêché la guerre de l'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Tu peux expliciter quel est le rapport entre les deux aussi? Donc, dans la guerre du Karabakh de 2020, on a vu que l'Azerbaïdjan avait la possibilité de lancer une guerre et sans conséquence. Donc, il y avait 0 intervention par tous ces instances internationaux pour dire que non, on ne va pas résoudre ce problème avec les chars et les avions et les drones, on va négocier pour trouver une solution institutionnelle. Et quand on a manqué cette solution institutionnelle, ça nous amène vers des conséquences, qui est que la Russie a aussi des problèmes en Europe de l'Est, et la Russie a aussi pensé que ces institutions internationales, l'Europe, les États-Unis, ils sont incapables ne réagiraient pas. De tenir un petit pays comme l'Azerbaïdjan. Et on n'a pas les forces, on n'a pas les moyens, on n'a pas les institutions pour le freiner. Oui. Donc, pourquoi pas la Russie Oui.
Est-ce qu'on pourrait même dire que on peut déceler plus dans une petite région un petit peu obscure comme le Caucase, on peut déceler les symptômes de la maladie avant qu'ils se manifestent dans des régions, dans d'autres parties de l'Europe? Absolument. Et à plusieurs reprises. Donc, il ne faut pas oublier que on a vu la faiblesse de l'Union soviétique aussi en février 88 dans cette partie du monde, au Caucase, dans le Haut-Karabakh. N'est-ce pas? On a vu comment l'Union soviétique, à l'époque, était incapable de contrôler des pogroms et de proposer une solution politique pour des problèmes qui existaient. Donc, quand on a vu les premières manifestations à Stepanakert et ensuite à Yerevan et ensuite à Bakou, on a vu l'incapacité de l'Union soviétique. Mais il faut dire une autre chose, c'est que la guerre du Karabakh de 2020, c'est aussi une sorte de changement de paradigme au niveau international. Parce que jusqu'à là, on pensait que l'instabilité au niveau international, ça vient des groupes armés non étatiques, des groupes djihadistes comme Al-Qaïda, comme Daesh, qui agissaient dans le cadre des failed states, comment on dit en français, des États faillis, voilà. Faillis, oui. Et là, avec la guerre de 2020, avec l'attaque menée par l'Azerbaïdjan, on change du paradigme. Soudain, ces réseaux globalisés djihadistes deviennent moins importants. Aujourd'hui, on les accepte. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir à Damas, ils sont totalement acceptés, intégrés par l'Occident. Et soudain, avec la guerre du Karabakh, on entre dans une période où le danger, ce n'est pas des groupes et des réseaux terroristes, mais des guerres interétatiques. C'est encore une fois un autre aspect qui était une sorte d'introduction vers la Grande Guerre, qui est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux États absolument très importants au niveau européen. Ouais. Et donc, si on veut comprendre ce qui se passe en Europe, il faut regarder aussi dans les coins, c'est-à-dire au Caucase. Absolument. Oui. Ouais. Alors, pour parler d'une actualité toute récente, tout récemment, 4 prisonniers arméniens à Bakou ont été libérés, ont été échangés contre 2 prisonniers djihadistes syriens qui avaient été donc jugés et condamnés en Arménie. Et donc, est-ce qu'il faut voir, depuis 6 mois environ, depuis le 8 août, on attend qu'un accord de paix se concrétise, depuis donc la signature devant Trump, plutôt les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais ont paraphé un projet d'accord devant Trump en présence de Pachinian et d'Aliyev. Puis on attend maintenant, depuis 6 mois pratiquement, que cet accord se concrétise. Est-ce qu'il faut voir dans cet échange de prisonniers un signe prometteur? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Oui, tout à fait. Mais il faut que je fasse une petite correction. Je ne pense pas que ces 2 prisonniers, ils étaient des djihadistes. Je pense qu'ils étaient des mercenaires. Ils venaient des groupes armés en Syrie qui étaient complètement financés et dominés par des structures étatiques turques. Donc, c'est pas les réseaux djihadistes qui sont d'autres réseaux. Donc, ils sont vraiment des mercenaires. Merci pour la correction. Oui, ils sont vraiment des mercenaires. Donc, ils n'avaient pas une dimension idéologique parce que ça jouait pas ces djihadistes en Azerbaïdjan, je pense. C'est pas ça. Mais absolument, je suis d'accord avec toi. Je pense on est dans une période où les tensions diminuent et l'échange de ces prisonniers, des 2 mercenaires syriens avec des otages arméniens en Azerbaïdjan, c'est un élément important. Mais il faut aussi dire que les 4 otages arméniens libérés de Bakou sont pas des personnalités politiques importantes. Oui. Donc, il faut aussi insister sur le fait qu'il y a des... Ils ont gardé les Rouben Vartanian, les Bako Saakian et les autres, oui. Exactement. Les personnalités politiques importantes en prison à Bakou restent en prison à Bakou. Donc, il faut relativiser
l'importance de cet échange et insister que jusqu'à aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques extrêmement importants qui restent à Bakou. Et il faut considérer ces gens comme des otages parce que la logique, c'est échanger ces otages et, en contrepartie, recevoir des services. Comme on vient de voir, Azerbaïdjan a relâché 4 otages arméniens en Azerbaïdjan et, contrepartie, l'Arménie a libéré 2 mercenaires de guerre qui restaient dans les prisons de l'Arménie depuis la guerre de 2020. D'accord. Viken, je te remercie beaucoup pour cette présentation d'abord de Diaspora Perspective, la présentation du livre et ce début de discussion sur l'héritage de la guerre de la guerre de 44 jours et les perspectives de paix et peut-être de justice dans le Caucase, qui sait. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à acheter le livre, bien sûr, The 44-Day War, qui est disponible déjà en arménien depuis l'année dernière, maintenant, à partir de février prochain, en anglais. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Diaspora Perspectives pour découvrir toutes les autres ressources qui sont disponibles. Et bien entendu, à nous contacter, à contacter Viken, à contacter Belgaraï si vous souhaitez davantage d'informations. Viken, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas, et à une prochaine. À la prochaine fois.